Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 12 novembre. Toute l'actualité près de chez vous, infos, reportages, météo, sport, culture et environnement, avec l'importance de retrouver Monaco à la tête de la présidence de l'accord Pélagos, destiné à protéger les mammifères marins qui fréquentent ce sanctuaire exceptionnel en Méditerranée. Isabelle Rosa Brunetto, qui vient de récupérer le fauteuil de présidente, sera avec nous dans un instant. En matière d'économie, le MEB, le Monaco Economic Board, a reçu ce matin la visite d'une délégation slovaque. Nous irons à la découverte ce soir des préparatifs de la toute dernière création de Jean-Christophe Maillot avec les ballets de Monte-Carlo intitulés Ma Bayadère. Et en sport, nous nous rendrons à Barcelone pour suivre la préparation du boxeur monégasque Hugo Mikalev avant son combat pour un titre européen IBF prévu le 6 décembre prochain face à l'Irlandais Sean McComb. Enfin, restez bien avec nous, à la fin de ce journal, nous irons à la rencontre d'un collectionneur pas comme les autres, fan de l'AS Monaco Football Club. À une semaine tout juste de la fête nationale en principauté, comme chaque année, les rues de Monaco se parent de rouge et de blanc. Une opération de pavoisement d'envergure menée par les services techniques communaux qui touche bientôt à sa fin. Voici le reportage de Gaëtan Lebrun et d'Arnaud Humbert. Depuis le 3 novembre, les rues de Monaco se parent de rouge et de blanc, symbole d'un attachement fort à la tradition et à la famille princière. Du Rocher jusqu'à Monte-Carlo, en passant par les quartiers emblématiques de la Condamine et de Fontvieille, les services techniques communaux sont pleinement mobilisés. Leur mission, installer drapeaux, pavillons et oriflammes pour que le 19 novembre, la principauté soit fin prête à célébrer sa fête nationale. La préparation de cet événement commence début octobre avec toute la planification des différentes interventions. Donc il y a à peu près 150 interventions pour la fête nationale. Et donc il y a une équipe qui travaille la nuit et une équipe qui travaille la journée pour mettre en place tous les drapeaux en ville. Pour la fête nationale, nos équipes installent 600 oriflammes, 550 drapeaux et 90 pavillons. Que ça soit en ville, donc au niveau du mobilier urbain, ou sur les bâtiments municipaux ou autres bâtiments principautés. Le secteur de Monaco-Ville est quand même beaucoup plus pavoisé, mais après on essaye de faire tous les quartiers de la principauté. Un travail minutieux, orchestré dans les moindres détails, qui se terminera ce vendredi 14 novembre avec le pavoisement de la place du Palais. La 10e réunion ordinaire des parties à l'accord Pélagos se tient jusqu'à demain à l'auditorium Régnier 3. Monaco a repris à cette occasion la présidence de l'accord des mains de la France, mission confiée à Isabelle Rosa Brunetto qui est avec nous ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Paco. J'ai envie de dire bonsoir madame la présidente puisque c'est une présidence tournante et Monaco récupère cette présidence pendant ce grand congrès, pendant ces accords, pendant 2 jours ici à Monaco. Tout à fait, effectivement, c'est une présidence tournante et la France vient de céder cette présidence à Monaco. Bien entendu, pour nous, c'est à la fois un honneur et une responsabilité, puisque vous savez l'implication de nos princes dans cette protection de l'environnement et en particulier de l'environnement marin. Bien sûr. Et donc, c'était une initiative du prince Régnier à l'orée de l'année 2000 à peu près. Et donc, il est de notre responsabilité de porter avant cette initiative et de la rendre de plus en plus coopérative avec les 2 pays, mais aussi orientée vers le grand public, vers les universités, les ONG, etc. Oui, c'est l'importance évidemment de votre rôle aujourd'hui, c'est de surveiller comment ça se passe pour ce grand sanctuaire. Vous le récupérez des mains de la France qui a bien œuvré, on continue. On rappelle que c'est quand même une institution et une mission qui a été créée en 1999. C'est ça, nous avons fêté très récemment les 25 ans. Et puis, nous avons lancé, la société civile, mais en collaboration avec les États, nous avons lancé le consortium Pélagos lors de l'UNOC à la conférence de Nice sur l'océan au mois de juin dernier. Donc, vous voyez, l'accord Pélagos fait aussi des petits, si je peux dire. C'est un énorme sanctuaire marin qui est très très large. C'est un peu un losange qui va entre Monaco, la presqu'île de Gien, la Corse, le sommet du Cap Corse. Et on va vers Rome, vers l'Italie. Alors, on est même appuyé sur la Sardaigne. D'accord. Et on monte effectivement en s'évasant vers la côte toscane en Italie et vers Porquerolles côté français. Oui, c'est énorme, c'est presque 90 000 km². Quand même... La Corse est totalement immergée dans ce, oui, bien sûr. dans ce sanctuaire. Et d'ailleurs, nous venons d'avoir la
la commune, enfin la ville de Bastia qui vient de rejoindre les communes participantes et nous nous en réjouissons. Très bien, c'est une mission pour tout le monde. D'ailleurs, on peut participer, nous, en tant que, bénévole. Est-ce qu'on peut vous aider quelque part aussi? C'est une question que j'ai envie de poser. Alors, effectivement, je voudrais profiter de cette tribune pour dire que l'accord Pelagos, ce n'est pas l'accord de 3 États, c'est l'affaire de tous. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, les États sont présents, mais il y a aussi les universités, les communes, vous avez des parcs nationaux qui sont impliqués aussi. Donc ça, c'est pour le côté plutôt État, mais vous avez aussi des ONG, des fondations, des acteurs qui sont aujourd'hui des ambassadeurs Pelagos. D'accord. Et tout ça contribue à la protection des cétacés dans cette zone. J'en profite pour dire que effectivement c'est l'affaire de tous. Et si vous vous rendez sur le site de l'accord Pelagos, vous pouvez voir comment vous pouvez soit contribuer, même par un petit don, ou en devenant ambassadeur Pelagos, ou en prenant des initiatives dans vos communes, etc. C'est vraiment l'affaire de tous. L'affaire de tous, on rappelle l'intérêt, bien sûr, et l'importance de ce sanctuaire, c'est que les mammifères marins s'y sentent bien, qu'ils soient protégés, parce qu'on retrouve quoi? On retrouve la diversité, bien sûr, on trouve des dauphins, du rorqual, du cachalot. On retrouve les espèces communes qui sont dans cette région de la Méditerranée, oui, bien sûr, et qui sont soumises à de nombreuses pressions, notamment liées à l'activité humaine. Et puis, je pense que vous les connaissez, mais c'est la pollution, mais c'est aussi des choses peut-être qu'on connaît moins, comme le bruit sous-marin. Le bruit sous-marin, ça c'est important. Qui perturbe notablement les cétacés, par exemple. Et bien sûr, les collisions aussi, les pêches accidentelles de ces espèces par les pêcheurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, quand même, nous sommes, nous les humains, plus réceptifs à ce qui se passe sous l'eau aujourd'hui, sur notre océan qui nous entoure et cette Méditerranée qui nous est proche? Oui, alors c'est un sujet, je dois dire, les mammifères marins, ça a toujours été dans le cœur des gens, je pense, parce qu'on a tous en tête ces belles photos de ces mammifères. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une meilleure prise de conscience sur ce que nous avons un effet direct sur leur santé, sur leur bien-être. Qui qu'on soit, quelque activité qu'on fasse, on a une responsabilité de les protéger parce qu'ils sont en danger. Merci d'avoir été avec nous, Isabelle Rosa-Brunetto. Merci beaucoup, bonne soirée. Et vous êtes un bon congrès qui dure évidemment encore 24 heures ici en Principauté de Monaco. C'est ça. Le MEB, le Monaco Economic Board, a reçu aujourd'hui une importante délégation slovaque. Un événement qui s'est tenu à l'hôtel Novotel, une rencontre placée sous le signe du développement économique et des partenariats internationaux. Le reportage de Christinda Petit-Homel avec Arnaud Humbert. C'est au Novotel qu'a eu lieu cette journée d'échange entre entrepreneurs monégasques et slovaques. Après une conférence consacrée aux opportunités d'affaires entre les deux pays, les rencontres B2B ont permis aux participants de se rapprocher dans le but de créer éventuellement des passerelles économiques entre Monaco et la Slovaquie et de poser les bases de, pourquoi pas, nouveaux partenariats. Comme toujours, Monaco, c'est le luxe. Monaco, c'est une économie un petit peu de niche, mais nous avons de la logistique, nous avons de la technologie très importante en Slovaquie. Nous avons aussi de l'imprimerie qui est en train de discuter en échange de savoir-faire. Nous avons des architectes qui sont là. Il y a, comme toujours, parmi les entrepreneurs du MEB, toute une gamme de secteurs et nous arrivons à trouver à chacun chaussure à son pied. We have some examples in the past of investment in our country. There was one country, as far as I remember, the name was Megaplastic in 2016. It was very successful investment, creating 250 jobs in Slovakia. And we would like to reshape and to restart this cooperation. But of course, on every level of our capability we have. So we are very strong in innovation, very strong in digital transformation, very strong in environmental technologies and protections and so on. That's another way where we can cooperate. La Slovaquie, c'est un pays qui pousse fort. Il fait partie de ces fameux tigres de l'Est. On pense à la Pologne, qui est le premier d'entre eux, bien sûr, mais aussi la Hongrie, 2 pays où le MEB s'est rendu d'ailleurs cette année. Et puis la Slovaquie aussi, c'est un pays en expansion,
quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe en Ukraine, la poussée économique de ces pays continue, ne diminue pas et bien au contraire, ce sont de plus en plus des partenaires dans la balance et d'ici quelques années, on peut imaginer que leurs économies seront bien à la hauteur des économies des pays de l'Ouest. Des échanges fructueux et prometteurs qui illustrent une fois encore l'engagement du MEB à renforcer les liens économiques entre Monaco et le reste du monde. Et en marge de cette visite, Juraj Blanár, ministre des Affaires étrangères et européennes de la République slovaque, a effectué une visite de courtoisie auprès de son homologue monégasque, Isabelle Béraud-Amadei. En sport, en basket, la Roca Team a un panier hier soir d'un succès en Euroleague face aux Partizan Belgrade, 78-76, avec une toute dernière tentative à 3 points pour la star américaine Mike James qui a échoué contre le cercle. Un brin de frustration certes pour nos joueurs monégasques, longtemps dominés et qui ont réussi un incroyable rapproché au tableau d'affichage avec un 21-0 dans le tout dernier quart-temps. Mais en vain pour nos basketteurs monégasques qui dès demain retrouveront le deuxième club phare de Belgrade, l'Étoile Rouge, guidé par l'ancien coach de la Roca Team, Sacha Obradovic. Après plus d'1 an de pause, Hugo Mikalev fera son grand retour le 6 décembre prochain à Monaco, à la Salle des Étoiles, pour une soirée exceptionnelle pour décrocher le titre européen IBF. Mais auparavant, en ce moment même, il se trouve à Barcelone pour 2 grandes semaines d'entraînement face à des sparring partners de très haut niveau. Juliette Rapper et Camille Caloni se sont rendus sur place. Barcelone, c'est ici, dans la capitale catalane, qu'Hugo Mikalev a décidé de s'entraîner pendant 2 semaines à Cao Verdun, dans une salle réputée et face à des sparring partners de haut niveau. Il y a Sandor Martin, qui est un boxeur exceptionnel, un boxeur espagnol de très très haut niveau mondial, de top, vraiment le top mondial. Il a battu des boxeurs comme Mikey Garcia, qui sont des boxeurs qui ont été champions du monde plusieurs fois. Et on a aussi Sebas Pino Argote, qui est un boxeur professionnel exceptionnel, qui a maintenant 8 combats et 5 victoires par KO, et qui colle plutôt avec le style de mon adversaire. Donc ce qu'on a fait, c'est que sachant que mon adversaire est gaucher, on a essayé de trouver des sparring gauchers. C'est vrai que chaque boxeur a un style différent, mais entre les deux, on arrive à faire un bon mix et je pense qu'on se rapproche pas mal de mon adversaire. Et son adversaire le 6 décembre sera Sean McComb, un Irlandais de 33 ans qui comptabilise 20 victoires, dont 5 par KO et 2 matchs nuls. Il l'affrontera à domicile, ici à Monaco, dans la Salle des Étoiles, pour décrocher le titre européen IBF. Bueno, McComb es un boxeador común. Aunque él se crea un talentoso, es un boxeador común. Hay que respetarlo, siempre viene de raza se hace el boxeo. Boxeador irlandés, boxeador común, zurdo, un contragolpeador. No sabe trabajar la ofensiva, esperemos que el día 6 de diciembre lo haga para dar un buen espectáculo. Nosotros vamos a ir a por él, vamos a ir a golpearle para que vea que Papá Noel ha llegado antes de tiempo y viene a dar regalitos. Tenemos un solo plan. No como se suele decir, tengo un plan A, tengo un plan B. No, nuestro plan es uno, es un plan A y es ganar. No cabe nada en la cabeza de este equipo ni en la cabeza de Hugo Mikalev ahora mismo. En attendant le 6 décembre, le boxeur monégasque enchaîne les séances de sport, les sparring, mais aussi beaucoup de repos pour recharger les batteries. Entre chaque sparring, il y a beaucoup de montées d'adrénaline et descente d'adrénaline. Et quand la descente est là, il faut vraiment se reposer. On ne peut pas repartir sur l'entraînement dur parce qu'il y a risque de blessure, il y a risque de fatigue excessive. Pour ces dernières semaines, l'objectif est désormais de trouver l'équilibre parfait pour atteindre le poids requis, affiner la précision et travailler le mental avant un combat qui pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière. Et à Monaco, quand la passion pour le club dépasse largement les tribunes, un supporter vient de battre un record mondial, celui de la plus grande collection de maillots d'un seul club. Julien Bourron a réuni pas moins de 1146 maillots de l'AS Monaco, un chiffre officiellement validé par un commissaire de justice. Il est revenu aux côtés de Gaëtan Lebrun, Thomas Deus et Clélia Renaud sur le début de son immense collection. J'ai actuellement 1146 maillots donc portés et préparés de l'AS Monaco, donc des années 1950 à aujourd'hui. Je suis supporter de l'AS Monaco depuis l'an 2000 et derrière la passion pour les maillots est venue naturellement. C'est un maillot que j'ai eu par Lucas Bernardi donc lors de la saison 2006-2007 en Coupe de la Ligue, il me l'a offert et derrière je me suis intéressé aux maillots portés par les joueurs. Ce n'est pas un record que je voulais, je ne savais même pas qu'il existait en fait. Et à la fin d'été, il y a un supporter de collectionneur de Liverpool donc qui est collectionneur de maillots, donc qui a exposé sa collection et qui a eu donc le fameux record avec 1047 maillots.
Et donc ça a fait un petit peu le buzz sur les réseaux. Derrière, j'ai reçu plein de messages d'amis à moi en me disant « mais attends, mais c'est pas toi qui as le record, tout ça ?» Et je savais même pas qu'il y avait un record. En regardant un petit peu donc, de plus près le record, j'ai compté les miens. Et je me suis dit, bah si, en fait, c'est moi qui ai le record. Donc j'ai contacté l'AS Monaco et puis en leur proposant un petit peu de faire le projet qu'on a fait, ils ont dit allez, feu, et puis ils m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Pour l'instant, le record est interne, on va dire, puisque le record du monde officiel attribué par le Guinness est de 1047 maillots. Aujourd'hui, j'ai 1146 maillots, donc l'AS Monaco m'a attribué ce record. Et la suite avec le Guinness devrait probablement pas tarder, on va dire. Les Ballets de Monte-Carlo préparent sous la direction de Jean-Christophe Maillot leur spectacle de fin d'année. Une nouvelle création baptisée Ma Bayadère. José Sacré a pu assister pour Monaco Info au premier filage du premier acte de ce nouveau rendez-vous très attendu en principauté. Il était accompagné de Jean-Alexandre Dordet et de Bastien Pigeon. La Bayadère est un monument du répertoire de la danse classique créé par Marius Petipa sur une musique de Minkus en 1877, repris dans une autre version par Nureyev en 1992. Une œuvre que Jean-Christophe Maillot s'était juré de ne jamais chorégraphier, mais pour des raisons personnelles très touchantes, il a choisi, pour son nouveau ballet grand format, d'offrir au public sa nouvelle création qu'il a intitulée Ma Bayadère. Je vais parler d'une compagnie de danse qui répète la Bayadère. Et je vais faire une rencontre tout à fait claire entre l'histoire de la Bayadère et ces danseurs qui, tous les jours, interprètent un rôle, mais qui parfois se rendent compte que ce qu'ils interprètent rentre complètement en fusion avec ce qu'ils vivent quotidiennement. Et c'était une occasion pour moi, du coup, de reparler de tas de choses que j'ai vécues, connues, toutes ces choses qui m'ont marqué, ces gens que j'ai croisés, ces professeurs, ces danseurs, ces choses que depuis 40 ans en tant que directeur, je vois quotidiennement, cette relation fusionnelle entre les danseurs, ces inimitiés, ces jalousies, ce besoin de se dépasser, de se surpasser, le courage que les uns ont, le manque de courage que les autres ont, l'amour que j'ai pour les danseurs, puisque j'ai un amour profond pour ces êtres que je trouve incroyables, l'engagement qui est le leur. Mardi 11 novembre, à l'atelier des ballets de Monte-Carlo, nous avons assisté au premier filage, c'est-à-dire à la première répétition ininterrompue du premier acte de Ma Bayadère. Et ce fut déjà pour nous un beau moment d'émotion et de plaisir. C'est un peu une pièce bilan et puis un espèce d'accomplissement, comme si à un moment on pouvait faire quelque chose en se disant « tu sais quoi, suis ce que tu as envie de faire, fais-toi plaisir avec les danseurs avec qui tu travailles et peu importe ce qu'on va en penser ». Première représentation prévue dès le 4 décembre prochain au Grimaldi Forum, et ce, jusqu'au 4 janvier. Le début aujourd'hui du 22e Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, et ce pour 3 jours au Grimaldi Forum. Tout savoir sur ce rendez-vous annuel avec Alban Jean-Jambe sur des images d'Arnaud Humbert. Une dizaine de films en compétition pour le Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. La thématique cette année, la cuisine, une sélection internationale. Parmi eux, 2 films français, Partir un jour et La petite cuisine de Mehdi. Sur scène, les 4 membres du jury, Teresa Riotte, Daniel Macvicar, Claudia Gerini et Franco Nero réunis pour parler comédie. Une bonne comédie a le devoir de dire la vérité, de faire sourire, et je pense que dans un moment aussi compliqué comme celui-ci, le sourire c'est très important. C'est le type de cinéma que tout le monde aime beaucoup. Il a toujours la force de dire la vérité. À travers le sourire, à travers la part satirique d'une histoire, on dit toujours la vérité. Et beaucoup de fois, les personnes, les dictateurs, les personnes très fortes de la politique, ils n'aiment pas beaucoup la comédie parce qu'il a la force de décomposer une situation et de dire la vérité sur une situation politique, sociale. Après 3 jours d'avant-première, de conférences et de rencontres, le festival se clôturera par un grand gala avec remise de prix aux lauréats.
Et avant de découvrir vos prévisions météo pour les prochaines heures avec Christine Dapoty-Tomel, comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour avec ce soir un retour en arrière. C'était qu'il y a 20 ans, un 12 novembre, se disputait alors sur 3 pays le très relevé marathon de Monaco avec, souvenez-vous, un départ au-dessus de la place du Casino, un passage par Vintimille et au retour en France pour les spécialistes, le fameux mur des 30 km situé dans la grande montée de Roquebrune-Cap-Martin avant l'arrivée, quelques hectomètres plus loin, au stade Louis II. Les photos de l'époque sont signées Charlie Gallo. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain à Monaco, belle journée en perspective. Le soleil dominera largement du matin jusqu'au soir avec des températures agréables comprises entre 12 et 18 degrés. Un temps idéal donc pour profiter, pourquoi pas, d'une promenade en bord de mer. Et puisque nous serons le jour de la Saint-Brice, savez-vous que Brice était un évêque de Tours au 5e siècle? D'abord réputé pour son caractère colérique, il s'est ensuite amendé et est devenu un symbole de repentance et d'humilité, comme quoi il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.